Aux confins des hauts plateaux éthiopiens, le long de la mer Rouge, c'est la famine qui frappe, mais aussi la guerre. La bataille a commencé à 2 h du matin sur 3 directions, une à l'ouest, une au nord et une au sud, avec des colonnes blindées. Ensuite, les Éthiopiens ont décroché, ils ont été poursuivis pendant une partie de l'après-midi. Et le soir, à 5 h 30, l'assaut final a été donné tout autour de la ville, sur cette place où vous êtes maintenant. Quel était le but de cette offensive sur Barentou, qui est pour la première fois aux mains du Front populaire de libération de l'Érythrée? Il y a deux raisons, un aspect militaire et un aspect politique. L'aspect militaire, Barentou était une espèce d'enclave, une espèce d'avancée dans les zones libérées. Et maintenant qu'elle est tombée, les lignes de communication, la logistique sera beaucoup plus concentrée. Le deuxième aspect, toute cette région est une région riche et il y a des projets de développement agricole, notamment pour lutter contre la sécheresse. Et ces projets de développement étaient toujours en danger du fait de la présence éthiopienne. Donc la libération de toute cette zone va permettre de donner un développement nouveau à ces projets agricoles. Ces projets ne verront jamais le jour. Prise le 7 juillet par les Érythréens, la ville de Barentou est retombée aux mains des forces éthiopiennes 1 mois et demi plus tard. Les combattants du Front populaire de libération de l'Érythrée ont à peine eu le temps de fêter leur victoire. Tout juste le temps de piller quelques maisons, de saccager les locaux du parti et de compter leur butin. L'armée du colonel Mengistu, le numéro 1 éthiopien, a repris la ville le 25 août, au prix d'une nouvelle bataille encore plus meurtrière que la première. Terrible combat dont les prisonniers font les frais. Après s'être rendus maîtres de la ville, les Érythréens ont aussitôt ouvert les portes des entrepôts et distribué la nourriture aux civils. Blé européen ou lait américain, l'administration éthiopienne gardait jalousement ses stocks dans des greniers, loin des regards brillants de faim et des visages émaciés par la famine. Ces femmes repartent les bras chargés des excédents de céréales occidentales qui viennent équilibrer le déficit africain, car l'Érythrée n'a pas été épargnée par la sécheresse. La Corne de l'Afrique, comme toute la bande sahélienne qui va de la mer Rouge à l'Atlantique, a été durement touchée par l'absence de pluie. Les Érythréens, qui sont en guerre depuis plus de 20 ans contre le régime éthiopien, ne profitent pas bien sûr de l'aide internationale qui arrive à Addis Abeba. Ils ont donc organisé leur propre réseau d'aide humanitaire via le Soudan, qui laisse passer les sacs de blé à destination de l'Érythrée. Et sur les quais de Port-Soudan, les dockers suffisent à peine à la tâche. Yeah.
MSF a donc décidé de faire une mission d'aide alimentaire en Érythrée en essayant de contrôler tout le processus, sachant, comme on l'avait vu, qu'il y avait eu que l'aide alimentaire ne suffit pas et qu'il faut pouvoir la transporter sur place et même la distribuer sur place. Alors, ces 2 camions sont donc destinés à faire cette opération, mais on a un certain nombre de problèmes inévitables du fait des procédures administratives qui sont assez longues. Et ce que l'on espérait, c'était de démarrer avant la saison des pluies. Bon, du fait des procédures qui nous ont un peu freinés, on ne pourra pas. Ce qui fait que le chemin le plus direct, qui était le long de la mer Rouge, est actuellement bloqué, puisque la rivière Baraka est présentée. Par conséquent, il va falloir piquer sur le sud, sur Kassala, pour remonter en Érythrée. Ça va donc allonger les rotations. Alors, on va voir justement, c'est un petit peu l'objet de notre prochaine visite dans le pays. On va voir avec les Érythréens les centres de regroupement qui seront les plus facilement accessibles depuis Kassala. Alors, en accord avec les Érythréens qui connaissent parfaitement les besoins de population, on va démarrer avec ce que l'on appelle de la supplementary feeding, c'est-à-dire de la nourriture complémentaire. Ça va consister du sucre, de l'huile, des lentilles, du lait et des biscuits que l'on acheminera sur le terrain et dans les centres de ce qu'ils appellent les centres de regroupement de population. Pour l'instant, on fonctionne, disons, sur une première tranche. Et ça tourne autour de 10 millions de francs. Pour l'instant, ce que l'on espère, c'est que l'on puisse continuer, sachant que MSF est la première organisation, non pas à aider les Érythréens, mais véritablement à aller à l'intérieur et à contrôler, ou plutôt à piloter avec les Érythréens cette opération. Donc on espère qu'on pourra continuer avec le tonnage que l'on a actuellement et la capacité des camions, puisqu'ils font 2 fois 30 tonnes, on peut fonctionner déjà 5 mois. We would like to thank you for the food you brought to our people here. And Medicine Sans Frontières is not the first time that is helping the Eritrean population. 2 years ago they have established a clinic for the people here, which we are very grateful, of course. And now you brought food items. We are happy. Transportation and people to be fed is not a problem. We have quite a number of people to be fed. Presently we have about 31 camps in Sahel, Senhit and Barka. At present, other emergency problems. We need medicines at this time. We are in a very short problem. What kind of medicines? Medicines especially for children. Especially for children. La famine n'est pas une fatalité. Les Érythréens le prouvent et sont résolus à relever le défi de la faim. Ils organisent des centres de distribution de nourriture, comme dans ce camp qui regroupe plus de 7000 personnes. Alors que dans toutes les guérillas du monde, les combattants vivent sur le peuple, le FPE est au contraire obligé de subvenir aux besoins d'une population démunie jusqu'à l'extrême. Opération non désintéressée, on l'imagine sans peine. Nourrir les populations civiles est ainsi devenu l'un des enjeux de cette guerre où la famine n'est pas la moindre des armes.
Pour moudre le grain, les femmes n'ont là-bas que des moulins à bras. Elles cuisent ensuite l'injera, de grosses crêpes de sorgho aussi délicieuses que les galettes bretonnes au sarrasin. Elles préparent aussi du thé parfumé à la cannelle et parfois du café au gingembre. Pour se protéger des bombardements aériens et des MiG éthiopiens, les Érythréens vivent sous les arbres. Du plus petit au plus grand, chacun s'est habitué. Ici, l'arbre pouponnière abrite des orphelins de guerre. Là, l'art bricole et sa salle de classe ouverte à tous les vents. This is an aeroplane. This is an aeroplane. This is an ox. This is an ox. This is an axe. This is an axe. This is an ear. This is an ear. This is an umbrella. This is an umbrella. This is an ox. This is an ox. This is an axe. This is an axe. This is an A. This is an egg. This is an ear. This is an ear. This is an aeroplane. This is an aeroplane. Il n'y a pas que les enfants qui travaillent. Les femmes font également leur devoir en tressant des nattes de palme, toujours à l'ombre des épineux. Sous cet acacia géant se dissimule un garage entier. Pièces détachées, postes de soudure, tous les véhicules pris à l'ennemi y sont maintenus en parfait état de marche. Le camouflage et le maquillage sont les deux mamelles de la guérilla moderne. Et cette pompe à essence n'a rien à envier aux autres stations-service, avec sa citerne recouverte de rochers, son compteur et son pompiste. Ces arbres masquent tout un hôpital, celui de Dorota, qui s'étend au gré de la végétation sur près de 5 km. Les femmes et les enfants attendent patiemment l'heure de la consultation. Souvent, les malades sont venus avec toute leur famille, et des campements se forment devant la maternité ou les services de chirurgie, avant de se défaire une fois l'enfant né ou le patient rétabli. Soucieux de ne pas dépendre éternellement de l'aide extérieure, le FPLE a déjà atteint l'autosuffisance sur le plan médical. Il dispose déjà de nombreux cadres de valeur. Quand j'ai fini mes écoles primaires et secondaires à Addis Ababa, j'ai eu l'occasion d'avoir une bourse pour aller en Bulgarie par le gouvernement éthiopien. Et aujourd'hui, vous vous battez contre les soviétiques? Oui, contre les soviétiques, contre les Éthiopiens et ceux qui aident les Éthiopiens. C'est-à-dire les soviétiques? Les soviétiques. Le service de cette unité a commencé depuis 1979. La plupart, ce sont des blessures de guerre. Les spécialistes de la France, surtout les Médecins sans frontières, ils nous aident à former des spécialistes, c'est-à-dire des opérations modernes, etc.
Il s'agit d'un malade ayant une séquelle d'otite chronique, qui est une pathologie très fréquente dans la région. C'est une intervention qui est relativement délicate, qui se fait sous microscope. Je suis médecin français, je suis ORL. Et je suis venu ici demandé par l'ERA pour former à cette chirurgie les médecins d'ici. Alors si on voit les gens qui sont dans la salle par exemple, l'anesthésiste a été formé sur place et ça fait 10 ans qu'elle est dans la résistance. Les autres sont élèves techniciennes, c'est-à-dire qu'elles suivent des cours pour devenir techniciennes, aussi bien anesthésistes que penseuses, et seront ensuite envoyées dans les petits blocs opératoires des salles d'opération sur le front. Et ces deux-là sont, lui médecin et elle, équivalent d'officier de santé, et sont formés à la chirurgie de guerre, et là je suis chargé de les former pour la chirurgie urologique. Parmi les choses fantastiques qu'on voit ici et qui sont dues à la détermination des gens, ce sac de perfusion de G5, qui est une fabrication locale, et on voit sur le flacon EPLF Health Service, qui est tout à fait conforme aux normes de sécurité qu'on trouve en Europe. Ils fabriquent donc du G5, du sérum physiologique, et également ils ont une fabrique de comprimés. Ils fabriquent pour l'instant du paracétamol, de l'acide acétylsalicylique, de l'aspirine, quelques autres médicaments, et dans quelques temps ils vont se mettre aux antibiotiques. Ils sont maintenant tout à fait autonomes pour ce qui est pour les perfusions et pour bon nombre de médicaments. Challenge Road, la route du défi, la route aux 32 virages. Sans aucun doute la plus belle réalisation des services du génie érythréen, qui n'a cependant pu être menée à bien qu'avec l'aide des prisonniers éthiopiens. Ceux-ci servent en effet de cantonniers sous la surveillance d'une poignée de gardiens et entretiennent le réseau routier aux 4 coins de l'Érythrée. Ils sont plus de 8000 prisonniers aux pieds nus et ont l'air bien traités, presque repus. On les rencontre en plein désert, se déplaçant d'un chantier à l'autre ou au détour d'un vallon encaissé qui leur sert de prison. Au camp d'Iwat, plus de 3000 d'entre eux partagent leur temps entre quelques menus travaux d'artisanat ou de jardinage, un peu de sport et des cours d'alphabétisation. Leur sort n'est pas enviable pourtant. De peur de légitimer la guérilla érythréenne, le gouvernement éthiopien refuse de leur accorder le statut de prisonniers de guerre. Il les considère comme déserteurs. Quant au FPLE, il soupçonne la Croix-Rouge de vouloir infiltrer ses rangs et hésite à laisser l'organisation internationale visiter les camps. Un autre camp de volontaires, celui-là, rassemble les jeunes recrues du front. À Sawa, on manie autant la pioche que la kalachnikov, à l'image des paysans soldats de la révolution chinoise. Les Érythréens ne veulent pas être pris pour des mendiants de l'aide internationale. Il s'agit donc de cultiver la terre, d'y planter du maïs et des mangues, pour ne plus avoir un jour à tendre la main. Ali Gadir, plus au sud, représente un projet de développement agricole encore plus ambitieux. Cette ancienne latifundia italienne jouissait autrefois d'immenses canaux d'irrigation que le FPLE rêve de réhabiliter. Et les Érythréens se prennent à regretter l'époque de la colonisation italienne, avant-guerre, synonyme de route et d'industrie. Le capitalisme, disent-ils,
c'est tout de même mieux que le féodalisme. En dépit de cette terre aride et sèche, le sol est potentiellement très riche. Encore faut-il de l'eau, mais point trop n'en faut. Et la Land Rover de Médecins Sans Frontières a mal résisté à la rivière Barca en crue. Si tu veux, la voiture, quand il y a un petit peu trop d'eau et qu'elle roule, ça va, ça passe. Mais là, il a calé, et l'eau a fait submerger, et la voiture a roulé, et puis elle a fait un tonneau, mais très très long, tu vois. Les quatre pattes en l'air, et lui, il s'est redressé, et lui, il est parti. L'eau ne manque donc pas au moment de la saison des pluies. Le tout est de pouvoir la retenir. Dans des citernes sauvages, camouflées par des bâches de fortune. Ou à l'aide de ce château d'eau, la fierté du complexe agricole d'Ali Gadir et des enfants qui en ont la surveillance. Des gamins qui sont peut-être morts pendant l'attaque des forces éthiopiennes, quelques semaines après notre passage. Les troupes d'Addis Abeba contrôlent désormais la région et ont réduit à néant les espoirs de la guérilla érythréenne de faire de ce désert un nouveau jardin d'Éden. 3 millions d'Érythréens ne pèsent pas lourd dans la balance de l'histoire, mais la géographie est avec eux. Le territoire qu'ils revendiquent est le seul accès de l'Éthiopie à la mer Rouge. En guerre contre Haïlé Sélassié, qui les avait rattachés de force à l'Empire éthiopien, alors appuyé par les Américains, ils se battent aujourd'hui contre un régime soutenu par les Soviétiques. Une guerre acharnée qui voit s'affronter une guérilla d'obédience marxiste et un pouvoir dont Moscou tire les ficelles. Marx est en effet ici des deux côtés, mais semble s'accommoder de ce paradoxe. Thank you.